Bonjour, tu voulais revenir aujourd'hui sur le décès de Karen Mezzino, et cette infirmière de Reims qui a été poignardée alors qu'elle se trouvait sur le lieu de son lieu de travail la semaine dernière. L'homme qui l'a poignardée avait des antécédents de troubles psychiatriques. Ce drame a donc mis en lumière des débats publics, dans les débats publics, la question des carences de la psychiatrie. Mais si le constat est implacable, tu penses que l'on se trompe de sujet en pointant seulement l'aspect sécuritaire de celui-ci, et tu souhaites que nous alerter sur le rôle joué par la maltraitance et la stigmatisation des patients dans ce genre de drame. Est-ce que tu peux nous développer tout ça? Oui, Fabrice. Et pour commencer, bien évidemment, mes premières pensées vont à Karen Mizino et à sa famille. Nul ne devrait mourir au travail, et encore moins quand on dédie sa vie à prendre soin des autres. Ceci étant dit, pour éviter que de tels drames se produisent, il nous faut cependant comprendre comment ils peuvent survenir. Et il me semble, à cet égard, que les analyses ont été particulièrement lacunaires, voire indigentes durant la semaine écoulée. De manière générale, politiques, experts comme journalistes se sont contentés de crier soit au fou, soit au manque de moyens. Et pour citer quelques-unes des réactions, du côté de Force ouvrière santé, on repose la classique question de la situation catastrophique des établissements psychiatriques. Pour la Fédération hospitalière de France, cette agression s'inscrit dans un contexte plus général des faits de violence physique ou verbale dans les hôpitaux publics. Quant au président de la Fédération nationale des infirmiers, lui, il dénonce une forme de consumérisme médical qui serait à l'origine de ces drames. Ou comment dépolitiser le sujet et incriminer les patients au passage. Parce que, selon toi, la question des moyens alloués à l'hôpital, aux hôpitaux en général, et du suivi des patients en psychiatrie n'est pas centrale dans cette histoire? Eh bien, oui et non. Évidemment, il convient de laisser le temps aux enquêteurs et aux experts de faire leur travail pour savoir si ce patient était suivi correctement et si son discernement était altéré, voire aboli. On notera cependant qu'il avait vu son médecin psychiatre le matin même des faits. Psychiatre qui, lui, dément toute dangerosité prévisible. Et c'est justement cette question, celle de l'évaluation de la dangerosité potentielle d'un patient, qui n'a pas été suffisamment analysée dans les médias selon moi. De quoi naissent la violence et la dangerosité? Peut-on évaluer la dangerosité d'une personne? Un passage à l'acte violent est-il prévisible et quels sont les facteurs qui peuvent le favoriser? Concernant le traitement journalistique, il me semble nécessaire de mettre en perspective ces problématiques plutôt que de reprendre mot pour mot des discours dont les répercussions sont, vous venez de le voir, très politiques. Un autre exemple, les journalistes ont tous repris en chœur les propos du procureur de Reims, Mathieu Bourrette, selon lequel ce suspect aurait agi sans mobile apparent. Sans mobile apparent, le suspect a pourtant déclaré à plusieurs reprises en vouloir au milieu hospitalier, indiquant qu'il avait été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. L'homme a affirmé aussi en vouloir aux blouses blanches et a qualifié la psychiatrie de criminelle et d'assassin. Et ce n'était pas la première fois. Alors, le suspect avait en effet été mis en examen pour violence aggravée en 2017, et son discernement avait été qualifié d'aboli. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui apparaît alors comme une contradiction? Tout à fait. En juin 2017, l'homme avait agressé à l'arme blanche 4 membres du personnel d'un ESAT, un service d'aide par le travail, dans lequel il résidait depuis 20 ans. Une infirmière, une aide-soignante, un animateur et le chef de service de cet établissement avaient alors été blessés. Après plusieurs avis contradictoires, une expertise psychiatrique avait à cette époque conclu à une abolition du discernement de l'auteur des faits dans un contexte de rupture de traitement. La cour d'appel de Reims devait d'ailleurs se réunir le vendredi suivant le meurtre de Karen Mezino afin de statuer de l'irresponsabilité pénale et des mesures de sûreté susceptibles d'être prises dans cette affaire. Mais quoi qu'on en dise, de l'altération ou de l'abolition totale du discernement de l'auteur des faits, ce qui n'a en réalité que de répercussions que sur la possibilité de le juger pénalement ou non, force est de constater qu'il y a une forme de cohérence dans le profil des victimes de l'agresseur. L'avocat du prévenu, maître Olivier Chalot, confirme un ressentiment important contre les institutions chez son client. L'avocat évoque ainsi des récriminations contre la mandataire de justice chargée de sa curatelle renforcée, qui avait d'ailleurs demandé à être dessaisie de son dossier en raison de sa dangerosité. L'auteur de l'agression mortelle avait d'ailleurs rendez-vous avec le juge des tutelles le matin même des faits. De nombreuses personnes étaient donc au contact de ce patient et auraient pu alerter. Il paraît donc intéressant de questionner pourquoi cela n'a pas été le cas. Et pourquoi donc, selon toi? Eh bien, comme je tente de l'expliquer depuis le début de cette chronique, c'est multifactoriel. Et la toute première raison tient, selon moi, à la psychophobie de notre société. Le discours de cet accusé, comme nous venons de le voir, est délégitimé depuis le début de cette affaire et probablement même avant.
ces récriminations à l'égard de l'hôpital ou du service des tutelles, dont les patients se plaignent de manière chronique, ils sont saturés, n'ont pas été entendus. Ne permet pas la prise en compte des problématiques rencontrées et une stratégie de désescalade de la violence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est sous mesure de protection, de tutelle ou de curatelle, devoir accepter que son argent soit géré par autrui, devoir demander à accéder à ses propres revenus, en plus d'être la plupart du temps en situation de précarité financière, est déjà une violence en soi. Quand en plus, de manière chronique, personne ne répond au bout du fil et que les plaintes ne semblent pas être entendues, certains sont à bout de nerfs. Et il en est de même avec le délabrement du système de santé concernant l'accès aux soins, ce qui nous amène au deuxième point, l'absence de moyens. Et à ce titre, c'est intéressant de voir que le second drame s'inscrit dans un contexte de la publication il y a 3 semaines d'un rapport accablant de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté concernant les atteintes aux droits des patients en psychiatrie, entre autres. Et on en avait parlé sur l'antenne du média. Pour citer ce rapport, je cite, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté dit que partout où les effectifs sont tendus et insuffisants, il en découle des lacunes dans l'organisation des soins, une prévention des crises insuffisante qui conduit à des hospitalisations en urgence que l'on aurait pu éviter, un recours excessif à la contrainte et un accompagnement sommaire des patients. Et un point est à noter, c'est le recours excessif à la contrainte. Cela signifie que, faute de moyens, des patients sont attachés ou maintenus attachés à des lits plus longtemps que nécessaire. Et cela, notamment parce que les soignants ne sont pas assez nombreux. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, à la place des patients concernés, j'aurais vraiment la haine et pas forcément envie de me soigner dans ces conditions. Récrimination envers la psychiatrie et rupture de soins, on retrouve donc tous les éléments de ce drame. Et en réponse, le discours du gouvernement est essentiellement sécuritaire. Et oui, et comme d'habitude, malheureusement, j'ai envie de dire, quand le ministre de la Santé, François Braun, ou quand Éric Ciotti, le président des Républicains, demande un grand plan en faveur de la psychiatrie, parle de violence dans un secteur délaissé, ce sont exactement les mêmes mots que ceux de Philippe Douste-Blazy il y a 20 ans après le drame de Pau. Drame de Pau, je le rappelle, où une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital psychiatrique avaient été tuées par Romain Dupuis, un patient souffrant de schizophrénie, qui est toujours hospitalisé en unité pour malades difficiles à ce jour. Alors, le ministre de la Santé, Douste-Blazy, avait lancé le plan Santé mentale 2005 pour réagir à ce double meurtre. Un plan qui s'était résumé à quelques rénovations de services fermés, à des caméras et à des beepers d'alerte pour les travailleurs isolés. Idem en 2008, suite au meurtre d'un étudiant poignardé par un patient de l'hôpital psychiatrique de Grenoble, où il s'agissait, selon Nicolas Sarkozy à l'époque, que les malades potentiellement dangereux soient soumis à une surveillance particulière afin d'empêcher un éventuel passage à l'acte. Fin de citation. Cela en renforçant les dispositions qui permettent des mesures dites à l'époque d'hospitalisation d'office ou hospitalisation sous contrainte, devenues de nos jours les SPDRE, les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Alors, si l'histoire tout entière de l'institution psychiatrique s'inscrit dans cette tradition asilaire et dans un paradoxe de vouloir, d'un côté, offrir des soins aux patients souffrant de troubles psychiques et d'un autre côté, de devoir protéger la société d'une infime partie de ces patients qui, éventuellement, peuvent commettre des actes répréhensibles, il faut quand même rappeler quelques faits essentiels. Seuls 3 à 5% des actes violents seraient dus à des personnes souffrant d'un trouble psychiatrique en France, alors qu'on estime que près de 20% de la population souffre d'un trouble psychique. Deuxième point très important à rappeler, les personnes souffrant de troubles psychiques sont plus souvent victimes qu'auteurs de violences, et ce risque est de 7 à 17 fois plus important qu'en population générale. Par ailleurs, le risque de violence envers soi-même est le risque le plus craint en psychiatrie. Le suicide est en effet la première cause de décès précoce en cas de schizophrénie. Et enfin, un dernier point, une dernière question et d'importance qui est celle de la grande précarité financière et de l'isolement des patients souffrant de troubles psychiques dont on sait en criminologie que ce sont des facteurs importants de passage à l'acte. Et tout ça, encore une fois, malheureusement, les médias ne l'ont pas mis dans les débats. Donc, pour conclure, je finirai sur la célèbre citation de Bonafé, qui n'a jamais été aussi importante de rappeler, qui est que on juge du degré de civilisation d'une société sur la manière dont elle traite ses fous. À nous donc d'être vigilants à l'importance que l'on accorde à ce sujet afin de ne pas laisser notre société se déciviliser.